parler un petit retour en arrière à l'époque avec Gilles Husson et toute la bande, Tchernine, Rougerie, avec le film L'Agression, je sais que tu as participé. Mhm. Quelques anecdotes certainement. Ah oui, des anecdotes, il y en a pas mal, parce qu'à cette époque-là, comme je te le disais au début de cet entretien, j'étais parti de Boulogne à Maison-Alfort, parce que j'avais suivi ma fiancée de l'époque qui était partie habiter à Maison-Alfort. Et c'est là que j'ai rencontré toute cette bande de joyeux de riz, au début des années 70. Tout d'abord plutôt les Déol, les Tchernine, les Patrick Choucroune, le frère de Gérard, les aînés qui étaient plus de ma génération, alors que les Husson, les Gérard Choucroune, les Alain Terrasse c'était un petit peu plus 5-6 ans plus jeunes que moi, donc à ce moment-là, le 5-6 ans, c'est un gros décalage. Et c'est avec eux que j'ai commencé à aller sur les circuits. Et c'est là où j'ai pris goût au truc. Et oui, on a eu beaucoup d'anecdotes. Il y a eu effectivement le tournage de l'agression dans lequel j'ai eu la chance de tourner. Et c'était des semaines extraordinaires de folie parce que tous les jours il y avait un truc différent qui se passait. Et puis voilà, c'était une époque un peu désinvolte, c'était une époque où un peu tout était permis. On se régalait, on travaillait pas, quoi, on rigolait, on rigolait. Le boulot c'était simple, l'argent il y en avait, on travaillait, on décidait de plus travailler, on arrêtait de travailler, on voulait retravailler, ben on retravaillait. C'était une période vraiment heureuse, très heureuse. Bien. Et après, comment s'est passée ta rencontre avec, je pense que c'est Johnny avant Yves Mourouzi, si on peut Ah remettre ouais, ça dans Johnny, l'ordre. ouais, Johnny, je l'ai rencontré au début des années 70. En 70, pile poil. Voilà, un soir, j'étais à Saint-Germain, je suis tombé sur Johnny, qui était en moto. Moi, j'étais en moto avec un de mes copains, j'avais une très belle Bonneville chromée, et Johnny m'a dit: «Oh là là, j'aimerais bien avoir une moto comme ça, est-ce que tu m'en ferais une?» Je dis: «Oui, pourquoi pas?» Donc c'est parti de là, et puis on est restés copains, j'ai fait une tournée avec lui à l'été suivant. Après, il y a eu le Johnny Circus, sur lequel j'ai pas mal collaboré. Et puis ensuite, on s'est perdu de vue. Chacun a fait un peu sa route. Moi, je me suis marié, j'ai eu ma fille, j'ai commencé à courir en moto, j'ai fait un tas de choses. Bon, c'est vrai qu'à cette époque-là, j'étais très copain avec Michel Rougerie et Michel était très copain avec Johnny. Donc ça faisait un lien. Et Michel était très copain avec moi, était très copain avec Suzanne, qui est devenue mon épouse, avec qui Michel était sorti. Enfin, bon, on était très potes tous, on se voyait, il y avait une très bonne ambiance. Et voilà, jusqu'à la fin des années 70, là où j'ai travaillé pour Gérard Choucroune, quand Gérard a décidé avec Gérard Chapas de monter la concession Honda Sébastopol Moto. Les deux Gérard m'ont dit: «Bah tiens Jean, voilà, toi tu connais bien la mécanique, tu connais la moto, t'aimes ça.» Ils m'ont proposé de prendre la direction de Sébastopol Moto, qui était une belle promotion pour moi, sur laquelle j'ai sauté, bien évidemment. Et pendant 5 ans, j'ai vendu des Honda. Et à l'époque, on vendait bien. C'était une période bénite, parce qu'on vendait beaucoup de motos, et c'était très sympa. Et encore une fois, on travaillait avec le sourire, quoi. On adorait aller travailler, c'était pas compliqué. Et c'est par cette concession-là, par cette concession Honda, parce qu'on avait le vent en poupe chez Honda, et Honda nous envoyait un peu les VIP pour qu'on s'occupe des motos, pour que tout soit nickel, qu'un jour, Hervé Guillaume m'a envoyé Yves Mourouzi. Alors bon, Yves, c'est un mec facile, c'était pas compliqué, on est devenu potes avec lui. Tous les samedis, il venait à la concession, et voilà. C'était sa nouvelle famille, on est tous devenus potes. Jusqu'au moment où il m'a dit: «Bah voilà, moi je voudrais réaliser un rêve de môme, je voudrais faire le bol d'or.» J'ai dit: «Yves, le bol d'or, ça me paraît compliqué parce que c'est un gros niveau, c'est international, je pense pas qu'on ait le niveau ni toi ni moi pour le faire, mais depuis l'an dernier, il y a un truc national qui s'appelle le bol d'argent, et ça serait bien qu'on le fasse.» Alors, il m'a dit: «Super.»
Il me dit, bah, vois avec Honda, je te laisse carte blanche, monte ça avec eux. Alors, évidemment, Mourouzi en 79, c'est 15 millions de téléspectateurs tous les midis. Quand Honda, je leur ai proposé ça, ils ont fait des bonds en l'air, hein, ils étaient... et évidemment, on a eu les grandes facilités tout de suite pour faire quelque chose de bien. Voilà. Et pour la course, tu peux nous en dire un petit peu, parce que je sais que ça s'est pas passé comme ça n'aurait dû. Bah, la course, si tu veux, comme on était un peu privilégié, on a eu la chance de pouvoir s'entraîner. Parce que Yves, il n'avait jamais roulé. Lui, moi, j'avais roulé un peu, mais lui, il n'avait jamais roulé sur un circuit. Et entre rouler vite sur un circuit et rouler très vite, il y a quand même un pas à franchir. Et c'est encore une fois Alain Terrasse, mon ami et le parrain de ma fille, qui nous a coachés. Et pendant le mois d'août, avant le bol, on s'est beaucoup entraîné au Castellet, qui était en réfection. Et nous, on roulait le midi, entre midi et 2, quand les ouvriers allaient se restaurer. Bah, nous, on profitait de la piste, avec la complicité de François Chevalier, qui était le directeur du circuit, que j'ai encore vu à Rétromobile il y a quelques jours, et que j'aime beaucoup. On en profitait pour apprendre à rouler vite sur un circuit. Et puis, il y avait beaucoup de prétendants hein, à ce bol. Je crois qu'il y avait 350 engagés pour une cinquantaine de places sur la grille. Donc, je vous laisse imaginer comment se passaient les qualifs, et de jour et de nuit. Et puis, on s'est pas trop mal débrouillé. On n'était pas devant, mais on était, je crois que si j'ai bonne mémoire, on a fait le 18e temps des essais. Donc, on partait pas mal. J'ai fait le départ, ça s'est très bien passé. Yves a fait le deuxième relais. Et puis malheureusement, il est tombé dans son relais. Voilà. Dans le double droite du Bosset, il s'est accroché avec un autre concurrent. Il est tombé. Courageusement, il a ramené la moto qui était quand même bien détruite. Le mec, il était assez exceptionnel parce que la moto, elle aurait pu rester là le long du rail et dire bon, c'est bon, ça va. Parce que le double droite, c'est quand même vite. Quand tu t'en prends une là, en général, ça te laisse un peu de séquelles. Et il était très courageux, il a poussé, il a ramené la moto, il a à moitié tombé dans les pommes en arrivant. Enfin bon, tout le monde s'est jeté dessus sur la moto pour la remettre en ligne. Elle était tordue, le cadre était tordu. On est resté arrêté une cinquantaine de minutes en tout. Et puis, je suis reparti. Je vais voir si tout allait bien. Bon, la moto, elle roulait bien. On continue à faire des temps honorables. J'ai rendu la moto à Yves. J'ai dit, bon, maintenant, tu repars, tu roules. Et puis, tu peux pas rester là-dessus, quoi. Tu peux pas rester sur un échec. Donc, il est reparti courageusement. Il a fait son boulot. Bon, on peut pas dire qu'il roulait extrêmement vite, mais il roulait proprement. Il a fait le job. Hein, il a fait son truc. Et puis, comme on partait à midi, on arrive à minuit. On est en septembre, donc à partir de 9h et quelques, il doit commencer à faire nuit. Et bon, Yves, il était miro le soir, il voyait rien du tout. Donc, j'ai dû enquiller les 3 relais de nuit. De 9h à minuit, j'ai roulé moi parce que voilà, j'avais pas envie non plus qu'ils se refoutent par terre, et puis moi ça me dérangeait pas. Bon, voilà. Et on termine dernier classé. Voilà, on est les derniers classés. Voilà, on a récupéré nos 50 minutes et on figure quand même dans le classement. Donc on est content, voilà, le contrat est rempli, tout le monde est content. Honda, ils sont contents, tout le monde est content. Et puis nous, on a passé un moment extraordinaire. C'était formidable. J'ai eu beaucoup de chance, c'est privilégié, quoi. Bien. Et après avec Johnny, alors comment, après l'époque que tu l'as connu, mais après quand tu as fait ton road trip, comment ça se passe? C'est arrivé un peu plus tard, ça c'est arrivé plus vers la fin des années 80, 87, 88. Avec un de mes copains qui s'appelle Didier Somia, on avait un magasin à Boulogne qui s'appelait Custom Bike, et Didier Somia avait senti le vent tourner en disant tiens, Harley, ça recommence en Europe, en France et tout ça. Et il avait décidé d'importer des Harley des États-Unis. Et pour ce faire, il avait pris un magasin à Boulogne qui était juste en face de chez moi. Et puis on a travaillé ensemble pendant un certain temps. Et puis un jour,
Billon, mon copain Pierre Billon, avec qui je suis copain de longue date, arrive avec Johnny au magasin. Ah, salut, bah ça va Jean, machin, longtemps qu'on s'est pas vu, blabli, blabla, bon. Et bon, on parle de moto, on parle d'un tas de choses. Johnny, en 3 semaines, il achète 3 motos. Et puis un jour, il me dit, bah, j'aimerais que tu passes chez moi, voilà, je voudrais parler avec toi d'un truc. Bon, j'y tiens, l'idole me convoque chez lui, de quoi il veut me parler. Donc je me rends Villa Molitor chez Johnny, et puis il me dit, voilà, en fait, j'ai besoin de quelqu'un pour s'occuper de moi, de ma logistique, de mes motos, de mes bagnoles, des voyages, des tournées, des trucs. Et je t'aime bien, on s'entend bien, j'aimerais que ce soit toi qui t'occupes de ça. Comme ça, voilà, laisse tomber les motos, les machins, passe à autre chose, on fait un truc ensemble. Alors, c'est vrai que c'est, même avec mon amour de la moto, la proposition de Johnny m'a beaucoup intéressé, d'autant plus qu'il m'a dit, la première mission que je te confierais si on travaille ensemble serait que tu m'organises avec Pierre Billon la traversée des États-Unis en moto, dont je rêve depuis que je suis gamin. Alors j'avais déjà eu Mourouzi qui rêvait de faire le bol, après j'ai Johnny Hallyday qui rêve de traverser les États-Unis. Je dis quand même, je suis assez vénard. Donc j'ai accepté sa proposition. Ça, on était au début de l'été. Première chose, on est parti. On a passé 2 mois et demi à Saint-Tropez. C'est pas ce qu'il y a pas de plus désagréable. Et puis on a commencé à bosser avec Pierre sur le voyage de mars. Là, on est en été, donc le mars suivant, pour commencer notre voyage à partir de Daytona en mars 89, si j'ai bonne mémoire. Voilà, donc on a mis ça en place, on a mis ça en route, on a été acheter des motos avec Pierre là-bas, on les a fait préparer pour que tout ça soit nickel quand Johnny arriverait pour attaquer le trip. Voilà, et en mars, on a récupéré les motos à Miami, on est parti à Daytona. On est resté 8 jours à Daytona, et puis après on a attaqué notre traversée des États-Unis tranquillement. On a mis 2 mois. On était bien, hein, on était tranquille. C'était rêvé, parce que moi c'est quelque chose que j'aurais jamais pu faire tout seul, évidemment. Je n'en avais ni les moyens, ni l'envie. Oui, je l'avais, parce que les États-Unis, ça me faisait rêver depuis longtemps. C'est comme Daytona que j'ai fait après. Mais là, de traverser les États-Unis dans des bonnes conditions matérielles, c'était quand même inespéré. Alors ça reste un grand souvenir. Voilà, ça s'est passé superbement bien, sans anicroche, sans problème. Et Johnny roulait comment? Prudent, parce que les limitations sont assez sévères aux États-Unis. Mais Johnny en moto est quelqu'un de prudent. Autant en voiture, il a eu beaucoup d'accidents, beaucoup d'anicroches. Et en voiture, en moto, j'ai pas d'anecdote me disant que Johnny s'est blessé sur un accident de moto. Ça n'existe pas. Il a eu des petites chutes, des glissades, des machins, mais il n'a jamais eu d'accident de moto grave, comme il a eu en voiture. Donc le mec est prudent. Et puis aux États-Unis, il connaît par cœur. Hein. Il a commencé là aux États-Unis quand il était très jeune, donc il sait comment ça fonctionne là-bas. Ça rigole pas. Donc on respecte les limitations, on respecte un tas de choses. Et ça se passe très bien. Et cela dit, comme il roule depuis son adolescence, en fait, il roule bien. Il sait rouler en moto, il sait rouler en voiture. Il a eu des voitures puissantes de bonne heure, donc il a appris, et puis voilà, il sait se servir d'une moto, il sait se servir d'une voiture. Très bien. Bon, sinon, on peut dire aussi, quels sont les pilotes qui t'ont marqué, toute époque confondue? Alors, toute époque confondue, quand j'ai commencé à m'intéresser à la compétition, c'était à la fin des années 60, évidemment incontournable Agostini et les MV, ça me faisait rêver. Alors bon, Ago, Bill Ivy, Michael Wood, toutes ces pilotes de cette génération. Et puis plus tard, au début des années 70, sont arrivés
les Saarinen, les Pasolini, les Kenny Roberts, les Barry Sheene. Il y a eu une grosse brochette de pilotes au début des années 70 qui ont fait évoluer la course et le pilotage. C'est vrai que j'ai beaucoup aimé Kenny Roberts. C'est quelqu'un qui m'a beaucoup impressionné. Spencer aussi. Enfin bon, à ce niveau-là, ils m'ont tous impressionné, mais j'avais un petit coup de cœur pour Kenny Roberts, parce que pour moi, le dirt track, aux États-Unis, le mec qui était number one, c'est-à-dire que le mec était fort en vitesse, en dirt track, en short track, et que pour avoir la plaque de number one, il fallait être bon dans ces trois catégories-là. Et Kenny Roberts l'a été, et moi, quand je voyais Kenny Roberts en dirt track, c'était, je comprenais très bien qu'il aille très vite après sur une piste, quoi, parce que quand on maîtrise une moto en glisse à 160 à l'heure, je comprends qu'on puisse maîtriser une moto de course ou sur le sec ou sous la pluie, parce qu'il était très fort sous la pluie aussi. Donc ces pilotes américains, lui et Spencer, parce que Spencer était aussi un bon pilote de dirt. Spencer m'a beaucoup impressionné parce que il roulait en 250, il descendait de la 2,5, il montait sur la 500, il gagnait en 2,5, il gagnait avec la 500 une heure après. C'était surréaliste, quoi. Le mec était... C'est comme un Marquez aujourd'hui, quoi. Il est un peu au-dessus du lot. Un peu au-dessus du lot. Et être champion du monde 2,5 500 à cette époque-là, la même année, c'est inimaginable aujourd'hui. On ne peut pas avoir un pilote aujourd'hui champion du monde Moto 2 et champion du monde Moto GP. Ça n'existe pas. Voilà, donc tout ça, moi j'étais admiratif, j'allais voir les courses. C'est vrai que cette époque-là, je vivais vraiment pour ça. J'étais passionné de ça, passionné. Et en moto, tu roules encore aujourd'hui, sur route, sur piste? Alors oui, aujourd'hui je roule au quotidien. Hein. Je restaure des motos de course, des motos de route. Je suis toujours un fanatique de Triumph, parce que j'ai toujours eu des Triumph depuis l'âge de 16 ans. Donc je suis un dingue de Bonneville. J'ai plusieurs Bonneville. J'en ai une, ma favorite. J'ai une Bonneville de 69 avec laquelle je roule, pas quotidiennement, mais dès que je peux. Parce que c'est vrai que dans Paris, je roule beaucoup en scooter. Tellement pratique. Mais rouler en Triumph, pour moi, c'est toujours... quand je mets un coup de kick, c'est toujours avec le même plaisir. Et puis, sur circuit, avec mon ami Philippe Monneret, on a mis en place... Philippe, lui, a ses stages de pilotage, à Montlhéry, au Castellet, voilà. Et nous, on a mis en place des roulages à Montlhéry sur le circuit routier de motos classiques. Voilà, où on reçoit tous les pilotes ou pas pilotes d'ailleurs, ça peut être aussi des utilisateurs de motos classiques au quotidien, qui peuvent venir rouler sur le circuit routier de Montlhéry, qui est quand même plus sécurisant que sur la route, même si c'est un circuit qui reste un peu compliqué, parce qu'il y a beaucoup de dégagement, il faut faire très attention et tout ça, mais c'est un circuit sur lequel on peut quand même rouler relativement vite, au moins aussi vite que sur la route, sans risquer ni une voiture qui vient en face, ni un tracteur qui va couper la route, ni... Voilà. Donc ça plaît beaucoup. Et c'est vrai que ceux qui viennent une fois, en général, ils reviennent. Et ça, on essaye d'en faire 4 dans l'année. Voilà. Et l'année dernière, ça a bien fonctionné. Les gens étaient contents. Ils roulent sur un circuit mythique. Le midi, à la coupure, on leur fait faire 3 tours d'anneau. Ils roulent sur l'anneau de Montlhéry. C'est quand même exceptionnel. Philippe en profite, fait des baptêmes aussi avec une Suzuki GSX-R. Il fait des baptêmes de piste. Et des baptêmes découvertes sur 5 tours de circuit derrière lui. Et voilà, des tours d'anneau et tout ça. Donc les gens, on s'aperçoit que le mythe, il existe. Et que les jeunes, ils aiment quand même à essayer de se bonifier, d'apprendre des choses. Parce qu'en moto, il y a une phrase qui m'a toujours interpellé, c'est que le père de Philippe, Georges Monneret, il disait toujours: la moto, ce n'est qu'une question de technique. Et je pense qu'il avait raison. C'est important. Aujourd'hui, le permis, tout ça,
c'est devenu quelque chose de compliqué à passer et technique. Et je pense que c'est une bonne chose parce que ça permet qu'il y ait moins de jeunes qui se fassent mal en deux roues, quoi. Hein. Donc si on peut leur apprendre des choses, et des choses toutes bêtes, des fois, qui peuvent sauver ne serait-ce que de savoir freiner, de savoir d'anticiper des choses et tout, je trouve ça bien de leur communiquer. Et ça, en pédagogie, tout ça, Man Ray, il est très fort. Il est très bon. Très bien. Une autre question, un peu en aparté. Que penses-tu que la différence entre l'endurance, toi qui as connu il y a quelques années, et maintenant? Quel est ton point de vue? Mon point de vue, c'est que de mon expérience personnelle, on va parler de ça, puisque ça, je peux en parler, 85, c'est 85, ça fait déjà quand même presque 35 ans, donc ça fait loin, mais justement, je peux faire le parallèle. C'est qu'à cette époque-là, avec une moto pratiquement de série, juste un petit peu des bons pneus, un échappement, une rampe racing, c'est une moto qui faisait 5 ou 24 heures du Mans. Première moto privée derrière 4 usines. Aujourd'hui, tu peux prendre une R1 d'origine, je pense que tu ne vas même pas te qualifier. Hein. Donc ça donne une idée du niveau aujourd'hui de l'endurance, qui est pratiquement une course de superbike de 12 heures ou de 24 heures. Quand on voit les chronos au Mans, comment ils roulent au Castellet pendant le bol d'or en endurance, c'est pratiquement des temps de superbike. Alors, la fiabilité des motos, elle est exceptionnelle, et puis l'endurance des pilotes, elle est... les mecs, ils sont des tueurs. Voilà, les mecs qui gagnent en endurance, aujourd'hui, ils ont un tel rythme pendant 24 heures qu'il faut être un champion, il faut être un athlète, il faut être mentalement très fort. Voilà, c'est tout un ensemble de choses. Et puis avoir le bon team. Avoir le bon team avec pas perdre de temps, voilà, avoir des motos sans problème. Ok, Jean. Tu pourrais peut-être nous parler de ton livre, parce que justement, tu avais écrit le livre sur Johnny, ses voitures, ses motos. Oui. Alors, c'est vrai nous que le présenter, parce que beaucoup de gens le connaissent, mais peut-être pas tout le monde. Voilà, ce livre, ça c'est la deuxième mouture, parce que j'en ai fait un il y a une douzaine d'années, qui s'appelait Rock'n'Roll. Et ça, c'est parti d'une visite que j'ai faite avec Johnny un jour aux États-Unis, au musée Presley, où on était un peu scotché parce qu'on avait vu que les Américains avaient gardé pratiquement, récupéré toutes les motos, toutes les voitures d'Elvis Presley. Et bon, Presley, c'était l'idole de Johnny. C'est grâce à lui sûrement que Johnny a fait la carrière qu'il a faite, parce que c'est lui qui lui a donné l'envie. Et j'ai dit à Johnny, ça c'est incroyable, parce que toi qui as toujours eu un goût vachement sûr en voiture, en moto, qui as toujours acheté des véhicules exceptionnels, il reste rien. Donc, faire un musée comme ça me paraît pas possible, parce que les bagnoles, les motos, ça a disparu, mais je pense que faire un livre en essayant de recenser un petit peu tout ce que tu as eu pendant une cinquantaine d'années en 2 roues et en 4 roues, c'est pas mal. Et Johnny m'a dit, il me dit ça, c'est une super idée. Il me dit, parce que les bios, tout ça, j'en ai ras-le-bol, tout le monde fait des bios. Mais un livre sur mes bagnoles et mes motos, personne n'a jamais eu l'idée de faire ça. Alors il me dit, je veux que tu le fasses et je vais le faire avec toi en co-auteur. Ça, je te raconterai des anecdotes, des choses, tous les souvenirs que j'ai, tout ça. Et l'idée, elle est partie de là. Donc, le premier Rock'n'Roll, en 2007, je l'ai fait avec Johnny, co-auteur. Et puis là, il y a 2 ans, je dis à Johnny, écoute, depuis une dizaine d'années où tu es aux États-Unis, je pense que les fans seraient assez intéressés de savoir ce que tu fais là-bas, comment tu vis, les engins, parce que depuis 10 ans, là, tu t'es pas gêné pour te mettre à l'heure américaine, hein, entre le Hot Rod, la Cadillac, les Harley, machin. Donc voilà, je dis, j'aimerais bien refaire un bouquin, le faire différemment, et puis faire connaître ce que tu as fait ces 10 dernières années. Alors la première partie, c'est le rock'n'roll remanié avec des complètement différents. Et
la dernière partie, c'est plus... Alors ça, c'est une triomphe que j'avais faite pour Johnny. La dernière partie, c'est plus États-Unis. Voilà, ça c'est la Cadillac qu'il a fait restaurer chez Coddington. Voilà, alors ça c'est le dernier voyage qu'on a fait ensemble en 2008. Encore une petite traversée des États-Unis. Là on était parti du Nouveau-Mexique. On avait fait Santa Fe, Los Angeles. Ça c'était pas 2 mois, c'était 3 semaines. Mais bon, c'était une virée formidable. Johnny, c'était son truc. Quand il avait envie de se ressourcer, d'être peinard, son pied, c'était rouler en moto aux États-Unis, où personne ne lui demandait quoi que ce soit. Il aimait vraiment rouler en moto et dans ces paysages-là. Ça, il aimait ça. Donc, dès qu'il y avait une possibilité, on faisait ça. Voilà, États-Unis, ça c'est Johnny à Los Angeles. Voilà. Et là, voilà, ça c'est la construction de son hot rod. Alors ça c'est pareil, c'est comme traverser les États-Unis. J'ai un rêve de môme, depuis toujours je rêve d'avoir un hot rod. Donc je vais me faire construire un hot rod. Donc un jour on est parti chez Coddington, le pape du hot rod californien, et il a dit voilà, moi je suis Johnny Hallyday, je vais me faire un beau hot rod, comme j'ai envie et sans restriction. Voilà, alors ça c'est Johnny chez Coddington, voilà, avec son hot rod. Et le hot rod, on doit l'avoir en photo ici. Voilà, ça c'est le hot rod construit avec le surpresseur, enfin c'est un truc qui faisait 500 chevaux. Un truc utilisable uniquement aux États-Unis, quoi. Où tout le monde trouve ça formidable et peu écologique. Et sinon, Johnny dans ses motos, je crois qu'il a eu toutes les marques un peu dans ses débuts, en dehors des Harley bien sûr, mais il a ouais, Johnny n'était pas sectaire, hein. Bon, Harley parce que c'était le rock'n'roll, et puis comme je le disais il y a quelques minutes, son idole c'était Elvis Presley. Donc Presley roulait en Harley, hein, il roulait pas en japonaise. Donc sa première moto, c'était effectivement une Harley, une Duo Glide, qu'il avait racheté à un catcheur célèbre. Voilà, qu'il avait fait restaurer, et il a roulé avec cette moto. C'est à l'époque où il était à l'armée, ça. Donc là, on est en 63, 64. Mais par la suite, il a tout eu. Quand, fin des années 70, quand la 750 Honda est sortie, évidemment, il s'est jeté dessus. C'était la moto à avoir, hein. Quand tu aimais le 2 roues... une 750 Honda, démarreur électrique, frein à disque et tout, c'était un renouveau, c'était incontournable. Mais quand il se faisait une petite virée aux États-Unis, à Los Angeles, ça l'empêchait pas de ramener un petit chopper, un petit Harley. Voilà, il se ramenait toujours un tricycle. Il avait ramené un tricycle du Brésil avec un moteur Volkswagen. Il était toujours à l'affût du petit truc hors du commun. Parce que Johnny Hallyday, il fallait qu'il roule avec les choses hors du commun. Il pouvait pas avoir... il voulait toujours quelque chose au-dessus de ce qui se faisait. À partir du moment où il y avait quelqu'un d'autre qui avait un engin un peu similaire, ça l'intéressait plus. Tu vois, il a été le premier à rouler avec un Hummer. À Paris, un Hummer, Johnny Hallyday peut rouler avec ça. Toi, tu as l'air d'un abruti quand tu roules avec ça. Mais lui, il a un tel charisme, le mec qui roule en Hummer, tout le monde trouve ça formidable. Et puis lui, il se démarque, il est le seul. Le jour où il y en a un deuxième, il n'en veut plus. Il veut toujours avoir quelque chose qui le mette au-dessus du commun des mortels. C'est certainement ce qui l'a poussé à faire aussi l'aventure du Paris-Dakar. Ouais, tout ça, oui. En plus, ça fait partie des rêves que sa notoriété lui a permis, auquel ça lui a permis d'accéder. C'est-à-dire le rallye de Monte-Carlo. Qui n'a pas rêvé dans sa jeunesse de faire le rallye de Monte-Carlo? Eh ben, Johnny, il a eu l'occasion de le faire, de par sa notoriété. Avec une Mustang, il a fait le rallye de Monte-Carlo. Bon, bah, voilà, c'est fait. Après, il a eu l'occasion de faire le Paris-Dakar, bah, il a fait le Paris-Dakar.
Bon, il n'a pas fait les 24 heures du Mans, il n'a pas fait des choses comme ça, mais il a réussi quand même à allier son côté professionnel qui est quand même assez chargé, et puis des petits moments de détente un peu privilégiés aussi, parce que tu roules sans t'entraîner, sans rien faire, d'un seul coup de te taper un mois de désert, même si tu le fais avec un monsieur comme René Medj ou son ex-beau-père André Boudou, et qu'il a fait le rallye de Tunisie et le Dakar. C'est pas simple, parce que le mec, à l'unanimité, il a fait l'admiration de tout le monde. Tu vois ? Tout le monde disait, attends, on ne pensait pas qu'il roulerait comme ça, quoi. C'est sûr qu'il avait une endurance exceptionnelle, là, il l'a prouvé. Ah ouais, là, il l'a prouvé, et puis il roulait bien, il écoutait. Moi, j'ai discuté avec René Medj. René, il me dit, écoute, le mec, il était d'une humilité. Je disais de mettre les mains comme ça sur le volant, il mettait les mains comme ça, quoi. C'est pas, je connais tout, je sais tout, je vous emmerde. Et en plus, avec les participants, le soir, il se permettait de faire le bœuf dans le bivouac, tu vois, et de faire plaisir aux gens en tapant une chansonnette ou deux le soir. Donc, je pense pas moi, j'ai pas entendu de mauvaises critiques sur Johnny Hallyday au Paris-Dakar. Tout le monde a été unanime pour dire que le mec était quand même assez exceptionnel. Ouais. Et je pense que le mec était exceptionnel, ouais, évidemment. Je pense que tu gardes des bons souvenirs, parce que toi, tu l'as fréquenté pendant de nombreuses années, la face cachée en même temps. Donc, je pense que tu as un témoignage qui est sincère. Moi, voilà, je sais pas. Ce mec-là, il était sur ma route. C'est formidable. C'est formidable. Et puis, tu vois, aujourd'hui, donc, on va dire quand même 35 ans en arrière, il se trouve que j'ai vécu sous le même toit, puisque moi, j'habitais chez Johnny. Ma fille et moi, on habitait chez Johnny Villamoltor. Et quand David, son fils, venait de Los Angeles, il habitait chez Johnny. Et moi, je suis devenu très ami avec David à cette époque-là. Et ça fait 35 ans qu'on est potes. Donc aujourd'hui, je suis encore très copain avec David. Et David, je lui ai fait acheter des motos classiques. Il a cette sensibilité de... Bon, déjà, c'est un bon pilote d'automobile, ça c'est sûr. Il s'est fait une carrière en bagnole qui est quand même assez sympa. Et puis, il a on ne peut pas parler de nostalgie, lui, mais il a le petit... Comment dire, ce côté revival un peu, tu vois, des motos classiques, voitures classiques. C'est une très belle Camaro SS qu'il a restaurée. Et puis là, je lui ai vendu une 450 Honda restaurée qui est sublime. Il a une très belle Bonneville 66 de son année de naissance qui est magnifique. Et le mec, il aime ça. Et moi, ça me prolonge un peu. Tu vois, David, il m'a dit, quand son père est décédé, il m'a dit, écoute, tu vois, il y a un truc, et ça m'a beaucoup touché. Il m'a dit, avec toi, je veux continuer ce que mon père il avait mis en place. Voilà. Je veux qu'on soit amis, je veux qu'on ait toujours voilà, que notre lien d'amitié, les voitures, les motos, tout ça, je veux que ça reste... je veux que ça... Et voilà, et moi je m'entends très, très bien avec David, c'est quelqu'un que j'aime beaucoup, qui est un mec exceptionnel aussi, et qui est complètement différent de son père, mais qui est une grande sensibilité, qui est un mec super. Ok, Jean. Écoute, c'est sympa de nous avoir évoqué tous ces souvenirs. Bah ouais, je pense que tu l'as dit pas mal. Et puis, j'espère que beaucoup de gens reverront un peu ce qui ont aimé Johnny à travers ton livre. Regarde, je tombe sur cette page. Regarde, par exemple, Michel Rougerie, très copain avec Johnny dans début des années 70. Donc Michel s'achète une Pantera, Johnny s'achète une Pantera. Bon, ils sont très souvent ensemble. Et Johnny, à l'époque, va beaucoup sur les circuits. Ouais. Il va souvent avec Michel sur les Grands Prix. Et le jour où Michel s'est tué en moto, Johnny a dit, c'est fini, je ne mettrai jamais plus les pieds sur un circuit. C'est fini. Voilà, fin de l'histoire. Ouais. Ok, Jean. Bon, écoute, merci. On te reverra sur les circuits, soit en démonstration, soit avec Philippe lors des stages. Et au Salon de Lyon bientôt, là. Oui. Voilà. Mois de mars. Mois de mars, exact.
Voilà, Ok, il se Jean. passe toujours des choses en moto. Il ne faut pas les rater. Et puis Absolument. on est quand même, on génère une bonne bande de copains dans tout ça, donc c'est vachement bien. C'est vrai. Hein? Ça, c'est le dénominateur commun. C'est la passion. C'est vrai, Exactement. c'est vrai. Ok, Et c'est Jean. bien que ça nous tienne. Eh ben, Eh ben, merci de m'avoir c'est nous qui écouté. te remercions, Jean. Et voilà. À très bientôt. Merci.